Objets connectés et immobiliers, où en est-on ? De logements connectés et intelligents, le logement connecté et intelligent prend son essor et fait entrer les objets connectés dans l'immobilier résidentiel. Le marché décolle avec plus de 80% de Français intéressés. Cette conférence fait le tour des enjeux, des opportunités, des solutions de ce nouveau versant du secteur immobilier. Elle explique pourquoi et comment les professionnels doivent prendre l'Internet des objets à leur compte. Pour en parler, je vous demande d'applaudir chaleureusement Godefroy Jordan, président de Smart Hub. Bonjour à tous. Alors généralement, voilà, on a une présentation. Je vais me présenter un peu au début, assez rapidement. La page de publicité ne va pas durer très longtemps. Et puis après, on va aborder le sujet des objets connectés dans l'immobilier, en resituant d'abord ce que sont les objets connectés, et après en regardant des applications concrètes aujourd'hui dans l'immobilier résidentiel. On ne va pas parler aujourd'hui de tertiaire, mais essentiellement d'immobilier résidentiel. Donc moi, je suis dans la tech immobilière depuis près de 20 ans. J'avais créé une société qui s'appelait ImmoStreet en 99. Et après, j'ai baroudé dans pas mal de médias et d'entreprises de portails de petites annonces. Et puis depuis plus d'un an, je porte le projet Smart Hub. Et par ailleurs, j'ai une activité de business angel, comme plusieurs personnes ici le savent. Donc Smart Hub, c'est un opérateur de logements connectés pour la construction immobilière. Donc on équipe nativement les logements neufs ou rénovés des maîtres d'ouvrage immobilier. Donc neufs quand il s'agit de logements vendus en VFA, c'est-à-dire construits par les promoteurs. Donc on va équiper nativement tous les appartements d'un immeuble neuf. On va mettre un réseau à l'intérieur de cet immeuble et on va connecter des objets connectés à l'Internet. Donc on va voir ce que c'est après. Et puis on peut faire la même chose dans une réhabilitation, quand c'est une réhabilitation profonde qui vient changer la structure de l'immeuble. Voilà. Et donc cette entreprise a été créée par un groupe venant de différents horizons, un promoteur, un architecte, un polytechnicien qui opère une entreprise qui fait des compteurs d'effacement électrique, Mathieu Binot. Et nous sommes soutenus par BPI. Nous avons un capital qui a été ouvert à deux opérateurs immobiliers connus qui sont le groupe Duval et Vinci Immobilier. Et on a un carnet de commandes aujourd'hui de près de 1500 logements à équiper entre le début 2018 et début 2019, donc suffisamment pour bien éprouver notre concept. Alors, qu'est-ce que l'Internet des objets ? Est-ce que dans la salle, levez la main ceux qui pensent bien connaître ce que c'est que l'Internet des objets ? Que je me donne une idée. Donc l'Internet étendu aux objets, en fait, ça veut dire que vous avez tous en fait dans la main un objet connecté qui est votre smartphone. C'est un téléphone qui est connecté, relié au réseau Internet. Par extension, l'Internet des objets, ça veut dire l'Internet étendu aux objets. Ça veut dire qu'un frigidaire devient une composante du réseau Internet puisqu'il est connecté au réseau Internet. Ça peut être vrai pour une ampoule, ça peut être vrai pour une balance. Vous vous souvenez de ce produit, la WeThings, cette start-up française qui a fait le tour du monde avec sa balance connectée. Donc là, il y a un petit schéma rigolo. On voit une vingtaine d'objets en tout genre. L'intérêt... C'est toujours dur de dire l'intérêt de l'Internet, mais ne faut pas dire l'intérêt de l'Internet des objets. Mais l'intérêt de connecter un objet à Internet, c'est que cet objet va pouvoir bénéficier de la puissance de calcul du cloud, va pouvoir bénéficier d'un échange de données avec d'autres applications. Et donc cet objet va enrichir sa valeur d'usage. Si c'était un objet qui vous étiez familier dans le quotidien, le fait qu'il puisse être connecté va lui apporter une plus de valeur. Donc il y a des multitudes d'exemples. Dans l'électroménager, vous avez dû voir forcément des reportages télévisés ou lire des articles dans la presse sur le frigo intelligent qui lit les codes des objets que vous mettez, des produits alimentaires que vous mettez dedans, et qui est capable de vous éditer automatiquement une liste de courses, voire de l'envoyer à votre cybermarché préféré. Donc il y a des dizaines comme ça de fonctionnalités. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont par exemple un téléviseur connecté. Depuis 3 ans, 100% des téléviseurs vendus en France sont
connectés. Et donc, si vous prenez votre télécommande et que vous allez dans la partie Internet, portail, vous avez découvert que vous avez des applications. Là, on est à Rent. Peut-être que vous ne le savez pas, mais sur un téléviseur Samsung, depuis 2 ans, vous pouvez consulter les annonces de Se Loger sur un téléviseur Samsung, parce qu'ils ont une application qui est embarquée sur la télévision. Donc il y a soit la transformation de l'objet en un terminal, donc là c'est l'exemple que je viens de citer. Là c'est pas très révolutionnaire, parce que finalement c'est la télévision remplace une tablette ou un téléphone. Après, l'objet peut se connecter de façon muette. Je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, il y a plein d'innovations dans l'agriculture. Aujourd'hui, il y a 10% des grands vignobles classés 1855 du Bordelais qui ont des capteurs connectés qui permettent aux viticulteurs, alors quand je dis viticulteurs et que je parle du château Yquem, le mot est un peu faible, mais qui vont permettre aux viticulteurs de savoir en temps réel qu'il y a une parcelle quelque part où il a gelé pendant la nuit, où il y a une humidité qui ne part pas. Et grâce à ces multitudes de capteurs qui sont mis sur le terrain, le viticulteur améliore considérablement la gestion des incidents, les anticipations. Donc ça, c'est typiquement des objets qui vont avoir une très faible capacité de travail en local, mais qui vont être capables d'émettre de la donnée. Donc l'Internet des objets a généré une transformation du réseau, puisque le Wi-Fi ou la 4G mobile ne permet pas de faire fonctionner certains objets connectés, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie ni assez d'intelligence. Donc se sont développés tout un tas de protocoles, on y reviendra. Alors les objets connectés, ça commence à être quelque chose qui mature. Là, je vous sors les résultats d'une étude qui est faite annuellement par OpinionWay. Donc OpinionWay, c'est un des nouveaux instituts de sondage leader en France. Et chaque année, ils font un observatoire des objets connectés, une vague complète. Et donc là, c'est les résultats. Vous voyez, 45% des Français pensent que c'est une révolution comme Internet il y a quelques années. C'est plus 10 points par rapport à l'année dernière. Et puis une autre moitié qui pense que ça va se développer, mais c'est pas une révolution. Et puis 10% qui pensent que c'est pas important. Voilà. Alors, et puis on a 64%, donc 2 Français sur 3 maintenant qui connaissent les objets connectés. Et on en a 2 sur 3 qui déclarent en posséder au moins un. Donc ça commence à être assez intéressant. Alors en termes d'usage, vous voyez, on retombe sur ce que je vous disais. Le premier objet connecté, c'est la télévision connectée. Il y a donc maintenant un taux d'équipement de 1 Français sur 3. Un fort essor des caméras de sécurité connectées et des bracelets sportifs connectés. Donc on voit 12%, contre 5% en 2016. Les montres connectées, évidemment, se développent fortement avec les produits lancés par Garmin et puis également l'Apple Watch. Une autre révolution qui arrive, c'est les véhicules connectés. Il faut savoir qu'à partir de début 2018, toute la gamme des constructeurs allemands sera nativement connectée à Internet. Donc tout BMW, Audi et Mercedes. Et que les constructeurs français ont prévu de suivre pour début 2019. Donc ça va aller assez vite. C'est évidemment le préalable à la voiture autonome. Si la voiture n'est pas connectée à Internet de façon permanente, elle ne pourra jamais être une voiture autonome. Bon, la station météo connectée, c'était un beau produit de cadeau de Noël des années 2015-2016, notamment le best-seller, la Netatmo. La prise de courant et l'interrupteur connecté, ça maintenant même dans les carrefours. Une petite prise électrique commandée qui connecte à votre réseau Wi-Fi et dans lequel vous rebranchez un appareil qui permet de gérer des scénarios de l'allumer, l'éteindre à distance, etc. Thermostat connecté comme Nest, et puis après on descend sur des choses plus marginales, la brosse à dents connectée, des choses comme ça, jusqu'à la clé connectée, donc les serrures qui sont encore très très peu développées avec beaucoup de réticence. Donc on voit que ça va vraiment partout et dans tous les compartiments. Donc pour ce qui concerne le logement, on est vraiment là cette année, en 2017, c'est vraiment l'année 1 de la numérisation des logements grâce aux objets connectés. Donc faut faire le constat que c'est quand même dramatique, hein, c'est que l'immobilier est le bien d'équipement le moins numérisé du monde et de France. Donc aujourd'hui, 80% des voitures vendues sont équipées d'un ordinateur de bord et d'un GPS, même une Clio. Je crois qu'il n'y a plus que les Dacia et quelques marques comme ça qui n'ont pas en série un ordinateur de bord et un GPS. Donc souvenez-vous, l'ordinateur de bord, il y a 20 ans, c'était une option payante qui coûtait très cher. Le GPS, il y a 10 ans, c'est encore une option.
Et donc cette année, on aura livré, je sais pas, moins d'une dizaine d'immeubles résidentiels nativement, avec des logements nativement équipés d'un ordinateur de bord, d'une domotique numérique, etc. Donc évidemment, ça ne va pas rester comme ça, parce que les millennials dont on a parlé pendant 2 jours, pendant cette conférence, qui arrivent avec leur usage quotidien et permanent du numérique, ils ne vont pas comprendre qu'ils ont un smartphone, un iPhone 10, qu'ils ont une voiture connectée demain autonome, qu'ils ont un téléviseur connecté, qu'ils ont une salle de réunion au bureau quand ils travaillent chez Google ou chez AXA qui est connectée, et que leur appartement qu'ils vont payer 500 000, 600 000 euros avec un endettement de 20 ans, lui, il n'y a pas un élément numérique. Donc c'est ça qui nous attend. Alors on est le pays aussi le plus en retard des pays occidentaux, puisque si vous allez dans des endroits comme la vallée de Shenzhen en Chine, ou vous allez en Floride autour de Miami, ça fait bien maintenant 5 ans que la totalité des appartements et condos vendus sont numérisés, équipés d'une domotique. C'est aussi l'Allemagne en Europe qui tire le marché. La France est le pays, avec l'Italie et l'Espagne, qui est le plus en retard. À Londres également, si vous allez dans tous les programmes immobiliers qui sont lancés à Canary Wharf ou sur les docks à Londres, ils sont tous aujourd'hui équipés de domotique numérique. Il y a même une boîte cotée à la Bourse de Londres qui fait déjà 50 millions de livres de chiffre d'affaires sur ça. Donc on est sur un retard, donc on va, comme d'habitude, très vite combler. Enfin, en tout cas, on l'espère, parce qu'on a cette demande qui est là. Comme le disait Sandrine dans l'introduction, on a sur un autre sondage qui est fait par IFOP, dont on n'a pas encore la version 2017, mais l'année dernière, il y avait 83% des Français intéressés. Et sur un certain nombre des objets que j'ai cités, déjà des intentions d'achat de 30%. C'est-à-dire l'alarme connectée ou le thermostat connecté, c'est aujourd'hui des intentions d'achat qui se rapprochent des 40%. Et ça s'accélère. Donc, alors pourquoi ça s'accélère? On le verra après. Il y a de nombreux drivers. Ce qui est intéressant aussi, donc je reviens à mon sondage OpinionWay, c'est de regarder les usages, parce que faut pas s'arrêter trop aux objets, il faut plutôt regarder les usages, c'est ça qui est important. L'expérience. Donc les avantages clés, c'est l'alerte temps réel. C'est-à-dire qu'un objet connecté, c'est un objet qui va vous donner une information en temps réel. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a une panne, s'il y a une alerte importante, il va vous prévenir. Ça, c'est identifié comme la première usage. Deuxième usage, et là, je retombe sur mon intention d'achat, sur tout ce qui est alarme et sécurité. Pour 41% des Français, c'est un bon moyen de surveiller son logement. Je ne sais pas s'il y en a dans l'assistance qui ont essayé la caméra connectée alarme à la maison. Moi j'ai ça, c'est véritablement addictif. Ça donne un sentiment de sécurité absolument jouissif. On se croirait à tour de contrôle d'une base militaire, parce qu'on peut voir tout ce qui se passe chez soi à tout moment, écouter, etc. La consommation d'énergie, évidemment, le compteur communicant, donc on nous a abreuvé de communication sur le compteur Linky pour EDF et le compteur Gaspard pour GRDF. Donc ça y est, on a mis dans la tête des Français qu'un compteur, c'était intelligent, ça communiquait. Voilà. Les compteurs EDF, GDF communiquent un petit peu, pas beaucoup d'informations et très lentement, mais aujourd'hui on est capable pour 50 € de mettre sur son tableau électrique un device qui va vous envoyer 5 à 10 fois par minute votre flux de consommation en kilowattheure. Et donc avec ce big data là, on est capable par exemple de vous dire que vous avez oublié de fermer la porte de votre frigo, parce que ça va faire un pic de consommation parfaitement identifiable. 2 autres usages que j'ai encadrés en rouge nous permettent de réaliser des tâches à notre place. Bon, des programmations, exemple, fermer des volets, oui, c'est assez facile de se mettre en mode nuit, qui fait que automatiquement, à la tombée de la nuit, vos volets roulants motorisés se ferment. Et puis nous permettre de piloter à distance nos appareils électroménagers. Je sais pas, le rêve de déclencher le four pour envoyer la cuisson du gigot de 7 heures à 2 h de l'après-midi et être sûr de le savourer le soir. Il y a plein d'usages comme ça. Puis après, il y a des usages qui ne concernent pas l'immobilier, mais le retail, comme simplifier ses achats, ses courses, et nous permettre de mieux gérer notre alimentation. Alors, le marché lui-même du logement connecté, ce qu'on appelle le smart home, il va augmenter. C'est un petit marché d'1 milliard en 2016, et il est prévu qu'il soit multiplié par 5. Alors, il faut toujours se méfier des prévisions. Ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est-à-dire de se dire que il y a de plus en plus de produits, de plus en plus d'objets. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a maintenant des fabricants qui font des publicités à la télévision. Si vous regardez BFM, par exemple, de temps en temps, il y a maintenant des fabricants de ces objets qui achètent des campagnes. Donc, je vous avais dit que je m'arrêterais sur les drivers qui font que ça se développe. Moi, j'en vois 8. Donc, il y en a 4 au niveau de la technologie, il y en a 4 au niveau sociétal.
Les 4 drivers qui font que le smart home va exploser, le premier qui est à gauche, c'est le fait qu'on arrive maintenant à connecter les matières. On arrive à faire des... vous avez tous un écran tactile aujourd'hui, donc le verre est devenu tactile, mais il y a plein d'autres matériaux qu'on arrive à connecter aujourd'hui. Il y a plein de startups aux États-Unis sur les vêtements connectés. Il y a beaucoup d'applications intéressantes dans le sport là-dessus. Donc ça, c'est un premier driver, puisque ça permet en fait de mettre de la connexion et de l'intelligence partout. Le deuxième, c'est ce petit appareil noir là que vous avez peut-être reconnu, qui s'appelle Google Home, dans sa première version. Donc c'est ce qu'on appelle un assistant vocal, c'est-à-dire c'est un mélange entre un micro et un haut-parleur, mais connecté à Internet. Donc vous le mettez chez vous. Donc si c'est Google, Google, après avoir écouté votre ordinateur avec les cookies de Google et de Chrome, après avoir écouté votre téléphone Android, maintenant il écoute chez vous. Donc il est content, en plus la NSA a directement les informations, donc c'est cool. Et vous êtes censé pouvoir en fait faire du voice to text sur Google. C'est-à-dire que si vous dites à Google quel est le cours de bourse de Nexity aujourd'hui, il va transformer ce que vous venez de dire en du texte, il va l'envoyer dans le moteur de recherche. Le moteur de recherche va faire la requête, va vous sortir le cours de bourse de Nexity, que je ne connais pas. Et après, il va faire du text to voice, c'est-à-dire que le petit robot qui est à l'intérieur va faire la même chose que la speakerine quand vous êtes à la gare du Nord qui dit le TGV numéro 2022 à destination de Nancy. Voilà. On va faire la même chose, il va vous dire le cours de bourse de Nexity est de 37 €. Alors évidemment, ça fait rêver tout le monde, ces trucs-là. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est un bid, puisqu'il s'en est vendu que 10 millions, et que si vous regardez le nouveau terminal qui est le plus vendu, c'est celui d'Amazon, c'est pas celui de Google, c'est devenu un Minitel, le nouveau Alexa Home. C'est plus un micro comme ça, c'est une tablette en fait posée, qui ressemble vraiment à un Minitel, c'est assez incroyable. Et en fait, la publicité dit ça vous permet de faire des visioconférences avec mamie quand vous êtes dans la cuisine. Donc, alors pourquoi ? Parce qu'en fait, personne ne parle à un terminal vocal tout seul dans sa cuisine, c'est un fantasme. Personne allongé dans son lit pendant que sa femme dort dit Alexa, peux-tu fermer les volets roulants ? Bon, voilà. Donc, mais néanmoins, ça fait du buzz, c'est là. Et tout à l'heure, la conférence d'avant nous a dit que les requêtes vocales représentaient maintenant 30% des requêtes sur le marché américain. Alors elles se font où ? Elles se font en voiture, elles se font dans d'autres contextes. Le deuxième driver technique, c'est l'intelligence artificielle, qui, lui, est un vrai driver, puisqu'aujourd'hui, on arrive à analyser vos comportements et à générer de l'automatisation. Et puis le quatrième driver, c'est la fibre que j'ai mis là, qui est que vous avez vu le plan à marche forcée d'équipement de la fibre en France, qui fait que dans 5 ans, on va dire, il n'y aura plus une zone métropolitaine qui ne sera pas à haut débit, voire à très haut débit. Et donc ça permet aux immeubles d'envoyer plein d'informations et de recevoir plein. Ça, c'est les grands drivers techniques. Après, il y a 4 drivers sociétaux. Le premier, c'est la Silver Economy et la génération Y, les deux. La Silver Economy, il va falloir que des millions de Français, avec le papy boom, soient maintenus à domicile et ils ne veulent pas aller dans des maisons de retraite. Et donc, il va falloir trouver des accompagnements. Et là, le numérique est formidable. Et la génération Y, qui est digital natives et qui veut du digital partout. Et donc qui va demander. On a aujourd'hui des clients promoteurs de SmartApp qui nous disent clairement qu'ils ont dans des bulles de vente des jeunes couples qui arrivent et qui disent on veut un thermostat numérique, on veut une alarme connectée, on veut piloter nos équipements. Troisième driver, c'est évidemment tout ce qui est écologie. On doit faire des économies d'énergie et il est clair qu'on atteindra les objectifs carbone dans ce pays uniquement à travers le logement. C'est pas à travers la suppression du diesel ou d'autres trucs. C'est si on arrive à faire baisser la consommation des logements de 10 ou 20%, c'est gagné. Donc tous les plans de rénovation sont une des jambes. La deuxième, c'est la numérisation du chauffage. Si on automatisait par exemple la totalité des systèmes de chauffage français avec une coupure automatique du chauffage quand nous sommes au travail et nos enfants à l'école, on aurait diminué la consommation en France de 20%. Alors c'est facile à dire, c'est autre chose de le déployer, mais il y a un enjeu majeur. Et puis le dernier élément, c'est le smartphone évidemment et tous ces terminaux intelligents qui permettent qu'on a toujours avec nous, qui sont puissants et qui vont permettre de piloter tout ça. Alors, une fois que j'ai donné les bonnes nouvelles, il y a plein de mauvaises nouvelles en fait. Parce que, je vous ai dit, on va livrer 10 immeubles connectés en France en 2017, c'est juste dramatique. Pourquoi ? Parce que d'abord, à gauche, c'est les objets connectés, ils parlent pas avec du fil, ils sont sans fil, et ils ne parlent pas en Wi-Fi ou en 4G mobile. Ils ont leur propre protocole de communication sur la fréquence 884 MHz.
qui est une fréquence, qui est une moyenne fréquence, qui permet d'aller à des distances assez loin, sachant qu'il y a d'autres réseaux comme LoRa et Sigfox qui permettent carrément de faire 100 km. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pire que la guerre VHS Betamax. Il y a 20 protocoles émergents parmi 100 qui existent. Vous avez Zigbee, qui est le protocole le plus utilisé par les Chinois. Vous avez Z-Wave, le petit noir, qui est leader aux États-Unis. N-Ocean, qui est celui avec le petit dauphin en bas à gauche, qui est leader en Allemagne. KNX, qui a été créé par Honeywell, GE et Schneider, qui est plutôt porté dans le tertiaire, etc., etc. Ce qui veut dire que si j'achète chez Leroy Merlin un objet connecté qui est N-Ocean, et que je veux le faire parler avec ma box Home Live Orange, que j'ai acheté dans une boutique Orange, qui est en Zigbee, ben, ils ne se parleront jamais. Donc c'est compliqué pour faire un marché fluide. De l'autre côté, sur les usages, le marché s'est organisé avec en gros un usage, 3 startups. Donc vous voulez des prises connectées, ben vous allez chez Lio. Vous voulez une alarme connectée, vous allez chez MyFox qui a été racheté par Somfy. Vous voulez une sonnette connectée, vous allez chez Ring. Vous voulez une serrure connectée, vous allez chez Lockheed. Vous voulez une caméra d'alarme, vous allez chez Piper ou chez Canary, etc., etc. Si bien que, à la fin, si vous croisez les deux, c'est juste l'enfer. Et ce que j'ai mis en bas, on peut aller en arrière dans le truc ? Ouais, installer un smart home en kit, c'est difficile, sinon impossible. C'est un peu comme l'Internet au début, quand il y avait des modems et tout ça, et que quand vous aviez arrivé à le faire, vous alliez à une réunion de famille, vous aviez un cousin qui vous disait « Tu peux pas venir chez moi m'installer Internet, parce que mon modem ne marche pas. » C'est un peu pareil. Et donc c'est pas bon du tout, c'est pas simple, c'est pas fluide. Donc si on regarde aujourd'hui, donc ce que je vous disais, le paysage un peu moins fragmenté, vous avez en haut à gauche des réseaux à longue portée type LoRa, Sigfox qui se développent beaucoup pour des infrastructures lourdes, par exemple les opérateurs d'eau. Ils mettent des capteurs enterrés à 10 mètres sous terre sur les canalisations, connectés, LoRa, Sigfox, parce que c'est des sondes qui ne doivent jamais être changées. On les met quand on a fait un trou dans la chaussée, on a fait du génie civil, on a mis une canalisation. On va mettre un capteur qui va être connecté par LoRa ou Sigfox et il est censé rester 25 ans et peut-être communiquer 3 fois uniquement quand il y a un problème. Vous avez dans le B2C, dans le retail, la plupart des objets connectés qui sont vendus par la Fnac ou chez Darty, ils vont utiliser votre réseau local en Wi-Fi, donc votre box. Et puis, tous les objets connectés que nous, on installe et qui sont celles de la domotique numérique, qui sont sur les 4 protocoles que j'ai cités. Donc Zigbee, Z-Wave et Notion. Et il y en a un 4e, c'est Thread. À votre avis, qui est derrière Thread ? C'est Google. Parce que Google s'est dit, moi, je vais inventer un standard et je vais l'imposer comme G-Nest. Donc ils ont réussi à embarquer Samsung. Donc vous avez juste Samsung et Google. Bon, ça pèse un peu. Donc ça peut être le protocole dominant. Mais les Chinois disent non, nous on va continuer à pousser Zigbee parce que maintenant il y a Samsung dans Thread, donc c'est les Coréens, donc on n'est pas content. Bon, donc ça reste fragmenté. Deuxième élément de complexité, si je suis promoteur immobilier, constructeur, si je suis un particulier qui me lance dans un chantier, en fait, entre à gauche la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire construire un ensemble immobilier, et à droite, le gérer, un syndic, un gestionnaire ou autre, bah, au milieu, si on met de la domotique numérique et du smart home, il y a plein de nouveaux métiers qui sont des métiers du numérique. Il faut être capable de gérer des devices, donc des objets connectés, il faut être capable de gérer des passerelles, des gateways, il faut être capable de gérer le transfert de données, il faut être capable de gérer des automates, le cloud, le big data, etc. Donc, très compliqué. Et ces métiers-là, ils ne sont pas forcément internalisé ou internalisable parce que juste pour faire ça en moyenne il faut une équipe de 10 personnes, donc si vous avez un chiffre d'affaires qui n'a pas une certaine taille, vous ne pouvez pas le faire. Si bien que le marché aujourd'hui, bon, si on regarde l'organisation du marché, en partant de la gauche, les acteurs traditionnels de l'équipement du bâtiment, donc Legrand, Schneider, Siemens, mais on peut en citer, ils sont une vingtaine, ils se sont mis à faire des gammes d'objets connectés qui mettent dans leur catalogue, mais qui mettent dans leur catalogue à destination de qui ? À destination des installateurs, qui eux ne sont pas des gens très numériques. Et puis l'utilisateur, lui, il est oublié. Parce que quand on vous livre un interrupteur Legrand, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Quand on vous livre un interrupteur Legrand connecté, il faut une app. Et est-ce que Legrand sait faire des apps ? C'est la question. Après, au milieu, il y a des gens comme Flexhome de Bouygues ou SmartHub. On est une petite dizaine qui essayons
de gérer la chaîne de valeur sur l'ensemble, c'est-à-dire de l'équipement jusqu'à l'expérience utilisateur et donc les apps et les applications. Et puis enfin, on a le retail, c'est-à-dire tout ce qui est vendu chez Leroy Merlin, Fnac, Amazon, etc., où là, il y a des marques superbes, Netatmo, Nest, Idomus, qui est une petite start-up française, mais eux, ils veulent surtout pas parler à un maître d'œuvre ou à un maître d'ouvrage. Ça les intéresse pas. Ils veulent que leurs produits soient dans l'étagère chez Leroy Merlin et puis que soit un installateur, soit un particulier viennent installer. Alors comment fonctionne, bon, ça c'était sur le paysage, comment fonctionne un smart building? C'est assez simple, hein, ça fonctionne comme n'importe quel réseau informatique. Il y a des devices, donc des objets connectés de toute nature, des capteurs, des sondes, des caméras, des terminaux. Donc on va dire que c'est des terminaisons nerveuses. Au milieu, il y a une infrastructure IP, donc Internet Protocol, qui va servir de passerelle. Alors, ça peut être une box, ça peut être un routeur, ça peut être des objets connectés entre eux. Et puis derrière, tout ça, ça va taper dans des serveurs, qui sont des serveurs connectés à Internet, donc des applications qui vont faire des calculs, traiter des données, et puis renvoyer de l'information dans le système, et puis sur une application mobile que va utiliser l'utilisateur. Donc il y a un cerveau dans le cloud, un pont dans les immeubles, et puis des terminaisons nerveuses dans les logements, mais c'est le même schéma dans le tertiaire. Donc ces objets connectés, donc là vous avez des petites photos, ils sont plus ou moins packagés, il y en a qui se dissimulent dans un boîtier, encastrés dans le mur, il y en a qui se dissimulent dans le tableau électrique, il y en a qui sont plus packagés, comme en haut à gauche, c'est un détecteur de fumée fait en France par une marque qui s'appelle Avidzen, qui est une PME française qui fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est à Tours. Donc il y a un gros tissu de PME dans la Loire-Valais, de Angers, où il a cité l'objet connecté, jusqu'à Tours, en passant jusqu'à Orléans. On a toute une myriade de PME françaises très 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 dynamiques et avec un vrai projet de soutien du ministère de l'Industrie. Et donc, après, ces objets, on les met dans les parties privatives, dans les parties communes. Donc, dans les parties privatives, on va mettre un détecteur de présence, un détecteur d'humidité, une caméra, une commande d'interrupteur, une commande de volet, une sirène. Bon, on peut mettre, nous, en moyenne, on met 10 à 20 objets connectés et ça permet de couvrir 30 à 40 fonctionnalités. Puis, dans les parties communes, on peut mettre plein de choses qui vont permettre de réduire les incidents. Exemple, un détecteur d'ouverture d'un skydome. Vous voyez, skydome, c'est ce truc qui est en haut de la cage d'escalier. Et c'est toujours quand il y a un petit malin qui l'a ouvert, qu'il y a un orage après, et que donc on inonde la cage d'escalier et qu'il y en a pour 8 000 € de peinture. Bon, bah, c'est toujours bien de pouvoir envoyer un SMS au gardien pour lui dire que le skydome est ouvert, ou à la maintenance pour aller le fermer. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont des choses utiles pour maintenir un immeuble et qui vont rentrer dans les processus des syndics et des gestionnaires. Il y a des gestionnaires qui aujourd'hui, Sergic, Foncia, ont déjà des projets d'aller équiper les immeubles de leur propre fait en faisant l'investissement parce qu'ils voient des répercussions positives en productivité derrière. Alors après, si on focus sur un logement, le bénéfice de venir l'équiper nativement, c'est exactement comme la voiture. Si vous vous souvenez de l'autoradio il y a 20 ans où il fallait arracher le truc de la portière pour mettre le baffle, et puis on avait un préampli, un ampli, il y avait un trou pour l'autoradio, enfin je parle de génération que les moins de 20 ans n'ont pas connue, bon, aujourd'hui l'autoradio dans la voiture on le voit pas, on a que les boutons et c'est tout propre, c'est derrière. D'ailleurs, c'est pas les mêmes marques, parce que quand on achetait les autoradios, on achetait des autoradios Pioneer ou Sony, et en fait aujourd'hui dans votre bagnole vous avez un autoradio Karmann fait en Allemagne, mais vous le savez pas. Et donc le bénéfice de l'enfouissement, ça veut dire qu'il faut qu'on soit discret. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre peut-être 1 ou 2 boîtiers, on va mettre des petits équipements comme le truc noir là, on va les mettre dans les boîtiers qui sont déjà là, où il y a l'arrivée d'électricité du volet, l'arrivée d'électricité du radiateur électrique, mais on va pas les voir, on va mettre des choses au tableau électrique. L'idée c'est qu'un appartement va peut-être être équipé de 10 ou 20 objets connectés, mais on les voit pas. Alors oui, après il y a la connexion Internet, mais on en reparlera. Bon, à quoi ça sert? J'avance parce que je vois il nous reste 10 minutes. À quoi ça sert de mettre l'Internet d'objets dans l'immobilier? On va dire il est passionné, ce garçon, c'est formidable, il veut mettre des trucs partout, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Alors ça crée des nouveaux services pour les résidents. C'est censé rendre la vie plus simple et plus facile. Après, on peut avoir des grands débats de savoir est-ce que la technologie rend la vie plus simple ou plus facile, mais globalement, c'est le but.
Ça permet d'automatiser plein de choses. Donc, par exemple, automatiser le fait d'éteindre le courant quand on l'a pas fait. Qui n'a pas râlé sur ses enfants en disant « Mais qui a laissé allumer la lumière dans le salon alors qu'il n'y a personne depuis 2 heures ?» Bon, bah là, le salon, il sait qu'il n'y a personne dans le salon et donc il éteint lui-même la lumière. Donc, ça permet de faire des économies. Et puis, il y a l'idée aussi de se dire, de la même façon qu'une voiture aujourd'hui qui n'a pas de GPS, pas d'ordinateur de bord, c'est plus difficile à vendre. Il y a aussi cette idée de dire, à horizon 10 ans, 100% des logements qui sont vendus aujourd'hui vont être équipés. Donc, à horizon 20 ans, il y aura une grosse pénétration. Il y a une vraie logique de, est-ce que je crée ou je perds de la valeur à ne pas équiper mon logement. Alors, sur la vie plus simple, c'est le chauffage qui s'adapte automatiquement, mais ça, le thermostat, on connaît ça par cœur. Mais alors, quand c'est numérique, ça marche bien mieux. C'est l'alarme qui n'a pas besoin d'être armée avec le vigic qui fait bip bip à l'entrée ou le code dont on ne se souvient plus, puis on entend tit tit tit, il y en a 30 secondes pour faire le code, on panique. Bon bah là en fait, vous rentrez chez vous et le système sait que vous êtes rentré chez vous par plein de moyens et donc ça s'arme et ça se désarme. Vous, vos enfants, vos conjoints, votre beau-frère qui est chez vous pendant une semaine. C'est des scénarios pour faire en sorte que bah tiens, la température est de 30 degrés, automatiquement les volets vont se fermer parce que je suis sur le salon plein sud pour pas qu'il y ait la canicule le soir, etc., etc. Ça se gère par le mobile. Alors ça se gère par le mobile, par la tablette. Ça peut se gérer aussi par un écran du visiophone. Et puis pour les personnes très âgées, très dépendantes, ça peut se gérer par un boîtier comme ça. Donc on a tous les types d'interfaces possibles pour gérer des fonctionnalités qui sont donc celles que j'ai évoquées. La sécurisation du logement, alarme, détection de présence. Le bien-être, analyse de la qualité de l'air, qualité de l'eau, le niveau sonore, les conditions météorologiques. Il faut savoir que avec la loi de transition énergétique, en 2020, les bâtiments devront tous publier une mesure de l'humidité dans les parties communes et privatives. Ça devient une norme, parce qu'on sait que c'est insalubre d'avoir des appartements avec des taux d'humidité trop élevés. La gestion de l'énergie, je l'ai dit, le pilotage des équipements, lumière, éclairage, prise, volet, etc. Et puis la gestion des incidents, à me prévenir quand il y a une fuite d'eau, mais aller au-delà de me prévenir. S'il y a une fuite d'eau, on va couper automatiquement l'arrivée d'eau froide. C'est plus simple que d'avoir 100 litres d'eau par terre quand je rentre le soir. Si j'ai une détection d'incendie, si j'ai une détection d'incendie, aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est juste qu'on a oublié les côtes d'agneau sur la plaque de cuisson parce qu'on était au téléphone. C'est pas vraiment un incendie, donc peut-être qu'on peut d'abord essayer de couper les plaques de cuisson pour voir ce qui se passe. Si j'ai 2 appartements qui ont une détection incendie, c'est assez particulier. Si j'ai 3 appartements sur le même palier qui ont une détection incendie, là il faut pas faire sonner ni rien, il faut juste tout de suite avertir les pompiers. Voilà, donc il y a tout un tas de scénarios qui vont être automatiques et qui vont minimiser les sinistres. Après, qu'est-ce que ça a comme impact pour les professionnels de l'immobilier? J'imagine qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Alors, il y a 3 types de leviers. Il y a des leviers juridiques, normatifs. J'ai parlé de la loi de transition énergétique, mais vous savez qu'après la RT 2012, il y a une nouvelle norme qui arrive, qui est la RBR 2020, qui est en cours de définition, mais qui va accoucher avec en plus Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement. Elle va être très musclée. Et donc, il y a beaucoup de pistes déjà qui sont dessinées à l'intérieur. On en est au 5e ou 6e draft de la plateforme qui est négociée entre la construction immobilière, l'immobilier, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Construction, etc. Cette norme va s'imposer. Donc ça va aller encore plus loin que l'RT 2012 et dedans va y avoir la mesure de plein d'éléments d'environnement. On va chercher à descendre encore la consommation par mètre carré. Donc ça, forcément, le smart home permet de l'atteindre. Il y a toutes les problématiques sur l'individuation des frais de chauffage. Vous savez qu'il se décrète il y a 1 an et demi avec un horizon qui est normalement le 31 décembre 2019 pour que la totalité des logements français ait le calcul d'individuation des frais de logement, mais aujourd'hui avec des équipements qui sont assez ringards, c'est-à-dire des trucs avec des télérelevés qui mesurent des écarts de température sur un radiateur. Il y a le logement, tout le mouvement social et le mouvement HLM qui a dit qu'il ne voulait pas de ça. Donc là, on peut apporter des réponses. Il y a tout ce qui est commercial. Je vous ai dit, il y a une demande aujourd'hui. Il y a clairement, c'est un service supplémentaire qui peut attirer des clients pour qu'ils achètent un bien neuf. Et puis enfin, il y a toute la tendance sur la Smart City, le fait que, en fait, on voudrait intégrer les données entre les transports publics, la ville, les services publics, les services partagés du quartier, la conciergerie, la crèche, etc. Et là, il y a des échanges de données très très fructueux.
Je prends un exemple simple. Quand vous avez équipé un quartier de 400 logements, il y en a 100 qui ont un smart home, on va pouvoir mesurer les flux anonymisés d'entrée et de sortie de l'immeuble. Donc je vois que le pic de sortie de l'immeuble du quartier, c'est 8h12 et que la société de transport n'a rien trouvé mieux que de faire passer le dernier bus à 7h52. Fort de l'information que c'est 8h12, le formidable directeur de la ligne de bus va pouvoir se dire « Tiens, on va faire passer le bus de 7h52 à 8h14 » et on apporte un meilleur service public. Donc il y a des milliers d'exemples comme ça sur l'interaction entre la Smart City, le Smart Building et le Smart Home. Et c'est comme ça qu'elle va s'incarner. Il y a après d'énormes gisements d'efficacité pour les gestionnaires, les syndics et les bailleurs sociaux. Donc il y a, j'ai cité tout ce qui est amélioration de la productivité. Si j'ai un incident qui est avéré et validé, j'ai même pas besoin de créer un ticket chez le syndic, j'ai même pas besoin qu'il y ait un appel téléphonique, je peux déclencher un OS quasiment automatiquement. J'ai la réduction des charges liées au sinistre, j'ai évoqué le cas du Skydome tout à l'heure, mais si vous multipliez le fait d'avoir des sondes qui vont anticiper les problématiques, vous réduisez les frais de réparation des sinistres. Il y a l'interconnexion des services de domotique à la gestion. Donc les flux entrants-sortants entre les logiciels type Tetrawin, Aramis et autres, ou les logiciels internes de Foncia, Siergic et Nexity avec la Smart City, ça crée de la satisfaction client, ça permet de fluidifier les relations commerciales, facturation et autres. Puis enfin, il y a le big data. Je reviens sur des sujets que j'ai évoqués. On va collecter massivement des données et ces données, elles vont pouvoir adresser des obligations réglementaires, d'une part, et de l'autre, elles vont pouvoir adresser du pilotage d'équipements, par exemple les chaudières à condensation. Quand vous en avez deux dans un grand immeuble, le réglage des deux, c'est souvent compliqué. Si les deux, on peut les interfacer, qu'elles s'échangent des données, qu'elles parlent au cloud du chaudiériste, on va mieux régler la chaudière et on va apporter un meilleur usage aux résidents. Donc là, il y a plein de bénéfices qui sont aujourd'hui en train d'être travaillés par les gestionnaires et leurs fournisseurs. Voilà, j'ai fini. Donc c'est 40 minutes, donc on n'est pas censé prendre des questions. Donc je suis pas censé prendre des questions, mais il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, on peut quand même en adresser une ou deux. Et puis après, vous venez me voir, quoi. Alors, allez-y. D'accord. Alors, sur l'obsolescence, c'est vrai que c'est une vraie question parce que la domotique des années 80-90, qui était essentiellement filaire, c'était des investissements colossaux et puis derrière des trucs qui se sont très très vite démodés. Là, cette domotique-là, elle va pas avoir de problématique d'obsolescence parce que les équipements qu'on installe, c'est des équipements qui sont en fait low-tech et déjà à maturité. L'obsolescence, elle pourrait se faire si le logiciel était figé. Mais par exemple, une caméra aujourd'hui qui fait 1000 pixels ou un détecteur d'humidité, c'est la même technologie depuis 20 ans. On est déjà au top de la technologie de cet équipement-là. Il va pas arrêter d'évoluer. Je prends un exemple. Un micro, la technologie du micro, elle a plus de 100 ans. Aujourd'hui, avec un micro, on est capable de détecter un bris de fenêtre dans votre appartement. La reconnaissance du son, c'est comme la reconnaissance d'image, ça explose. Là, il va y avoir des évolutions fantastiques. Mais il n'y aura pas besoin de changer le micro. Ce qu'il faudra faire changer, c'est les logiciels à qui parle le micro. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a publié un post que vous pouvez trouver facilement sur Google en tapant Jarvis Zuckerberg. Il a monté son propre système de domotique comme ça pendant 1 an et demi. Donc 100 à 200 heures de ses loisirs. Le gars n'avait rien que ça à faire. Il a été jusqu'à coder que sa caméra reconnaisse la nounou de la petite fille qu'il a eue avec son épouse il y a 5 ans, 4 ou 5 ans. Et il raconte tout ça. Mais donc on voit qu'il code pour que sa caméra soit plus performante, mais la caméra qu'il a mise, c'est une caméra qu'il a achetée chez Walmart. Voilà, donc l'évolution va se faire là. Et c'est là où c'est très positif, parce qu'on peut équiper par les terminaisons nerveuses soient suffisantes. Si j'équipe un appartement, pour faire une métaphore, avec juste un pied, un œil et une main, peut-être pas suffisant. Peut-être qu'il faut qu'il y ait 2 yeux, 2 mains, 2 pieds et une oreille. Bon, ouais, c'est ce qu'on va mettre au départ qui va être important. Puis l'autre chose, c'est que les résidents aient la capacité eux-mêmes de rajouter des choses. C'est-à-dire que le système qu'on leur livre dans l'immeuble, il soit ouvert. Il ne soit pas fermé. Ils puissent, comme vous à la maison, vous pouvez avoir 20 appareils connectés à votre Wi-Fi. Vous pouvez avoir vos enfants qui ont connecté des appareils, vous n'êtes même pas au courant. Et ben c'est pareil. Il faut que demain, on puisse étendre son réseau à d'autres objets. C'est ça qui va faire qu'il n'y aura pas d'obsolescence.
Je prends une deuxième question. Allez-y. Oui, aujourd'hui, un des grands handicaps de la domotique, c'est le hacking, en fait. Alors, c'est plus une peur qu'autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, le 24 octobre l'année dernière, une panne de l'Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, qui a immobilisé un quart de l'Internet mondial, qui a fait même tomber Google. Et donc, c'était pour la première fois des hackers, on ne saura jamais s'ils sont ukrainiens ou chinois, c'est toujours eux qu'on accuse, qui ont hacké 150 000 objets connectés aux États-Unis pour faire de ce qu'on appelle la DDoS. Donc, vous savez, la DDoS, c'est Denial of Service, c'est ce système qui fait qu'on va attaquer les serveurs de façon massive pour qu'ils s'effondrent. Donc là, ils avaient été très, très fourbes parce qu'ils avaient réussi à pirater 150 000 objets connectés pour attaquer non pas des serveurs, mais attaquer les nœuds de l'Internet. Donc, ça avait bien marché. Et donc le sujet, c'est quoi? C'est que les objets connectés qui sont vendus dans le commerce, pour la plupart, et notamment ceux qui sont faits en Chine, sont absolument pas protégés. Parce que je vous ai dit, les objets connectés, ils sont petits, faibles, pas beaucoup d'intelligence, pas beaucoup de mémoire. Donc, vous ne pouvez pas mettre une clé de plus de 128 bits sur un objet connecté. C'est une clé de 128 bits, ça peut se craquer facilement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le 24 octobre? Ces fameux hackers, ils avaient réussi à voler les mots de passe de plusieurs usines chinoises, les mots de passe de plein d'objets connectés. Et donc, ils ont pu, après, prendre la main sur les objets connectés. Le système d'adressage des objets connectés est très facile, puisque c'est l'adresse IP, 2 points, le numéro de série. Réponse à ça. La réponse est d'abord de protéger le réseau de l'immeuble. Alors nous, chez SmartHub, on travaille avec StormShield, qui est une filiale de Airbus, et on met un niveau de sécurité sur les immeubles qui est niveau OTAN. Voilà. Donc après, c'est la responsabilité de l'opérateur de rajouter la couche de sécurité. L'objet, il ne l'a pas. L'objet, il ne peut pas l'avoir. Donc la couche de sécurité doit être rajoutée dans le système d'information. Donc ça donne encore plus de valeur à des systèmes intégrés comme le nôtre par rapport à faire du kit soi-même, parce que si vous achetez des objets chez Walmart, Carrefour et autres, ceux-là, ils ont vachement de chances d'un jour d'être hackés. Alors que ce qui va vous protéger, c'est d'être dans un système qui, lui, est protégé. Donc si vous achetez par exemple un système domotique chez Orange, lui, il est protégé. Ce n'est pas les objets qui sont protégés, c'est Orange qui a protégé le système. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir, et c'est une vraie préoccupation. Alors c'est une préoccupation qui n'existait pas il y a quelques années. Maintenant, vous avez toutes les conférences sur l'IoT et autres, le sujet numéro 1 de la préoccupation, c'est devenu la sécurité. Donc comme dans tout, on ne pourra jamais dire qu'on a 100% de sécurité, ça serait mentir, mais en revanche, on peut viser un très haut niveau de sécurité. Voilà. Bon allez, une dernière. En fait, nous, je vous ai dit, on fait de la réhab, mais avec les bailleurs sociaux. Donc, quand un bailleur social nous donne 4 bars à Rosny-sous-Bois qui font 250 logements avec un plan de réhabilitation qui va changer la peinture, les fenêtres, le machin, etc., c'est facile, puisque la loi oblige le locataire à accepter cette rénovation. Ce que vous dites, c'est effectivement les 12 millions de logements qui sont des petites copropriétés. Et là, en fait, l'enjeu, c'est pas la technologie, c'est uniquement la copropriété, en fait. C'est comment on arrive à créer une offre qui fait qu'elle peut être présentée, acceptée par une copropriété, qui va y voir, va comprendre la valeur d'usage, un coût qui soit abordable. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du coût, on y est. Je pense que si je caricaturais installer un SmartHub ou son équivalent dans un immeuble haussmannien parisien avec 20 logements, c'est un investissement qui est ridicule par rapport au prix de la chaudière, la rénovation du toit ou de l'ascenseur. Ça passe tout à fait. Le problème, c'est d'arriver à avoir le syndic et le dispositif terrain que nous on n'a pas comme start-up pour arriver à le démocratiser, l'expliquer et le vendre. Voilà. Donc je pense que ça passera par les gestionnaires et je pense que ça passera par quand les gestionnaires auront vu les bénéfices qu'ils ont tirés des immeubles neufs équipés en termes d'impact sur leur compte d'exploitation et d'organisation, ils seront capables à ce moment-là de se dire ok, on va nous-mêmes aller voir nos clients pour leur proposer le truc. Donc c'est peut-être pas tout de suite, mais je pense que je suis assez optimiste que dans 5 ans ça se déclenche. J'ai un immeuble qui veut s'équiper, SmartHub puisse avoir une offre pour eux.
termes aussi de formation, pour que les techniciens fonciers, par exemple, sachent installer. Ouais. Et puis aussi arriver à le faire sans que ça soit impossible, puisque dans un immeuble qui est d'une construction d'il y a 100 ans, il y a des choses qui vont être compliquées à faire, avec un système électrique qui a 30 ans. Voilà. Mais bon, c'est la deuxième vague, j'ai envie de dire. C'est le vrai challenge. C'est le vrai challenge. Merci beaucoup.